Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Anecdoc, le podcast du festival Off de l'hôpital, dans lequel les médecins prennent le micro et tombent la blouse. Pour vous, ils racontent leurs joies et leurs doutes autour d'une anecdote bien réelle. Je m'appelle Charlotte, je suis médecin en cancérologie et j'ai à cœur de vous accompagner dans l'intimité de ma profession. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'Anecdote aujourd'hui pour nous raconter ton anecdote. Alors, quelle est ta spécialité ? Dis-nous en 2 mots, en quoi elle consiste ? Alors, de formation, je suis pédiatre. Puis en pédiatrie, on est tous surspécialisés dans un domaine en particulier. Donc, je travaille plus spécifiquement en néonatologie. C'est une spécialité qui est centrée sur les nouveau-nés, allant de la grande prématurité à des nouveau-nés jusqu'à des nouveau-nés âgés de 3 à 4 mois. On les accompagne dans leur santé sur des aspects très divers, de maladies très simples à des maladies nécessitant parfois de la réanimation. D'accord, donc tu fais un peu de réanimation aussi en néonatologie. Effectivement. L'anecdote que tu nous racontes, je crois que c'était pendant ta formation, quand tu étais interne. Est-ce que tu peux nous replanter le décor, nous dire à peu près où tu étais et nous replanter le décor de l'anecdote ? Oui, donc effectivement, on revient 5-6 ans en arrière. D'ailleurs, en disant ça, c'est marrant que je m'en souvienne aussi bien. À un moment où j'étais interne en pédiatrie, dans une autre ville que celle où j'exerce actuellement. Et j'étais en 2e semestre d'internat. Donc c'est-à-dire que tu avais juste 1 an de formation d'interne. Voilà, c'est ça, 1 an sur une formation qui normalement dure 4 ans. Donc c'est un tout début d'internat. Oui, je réfléchis, non, c'était bien le 2e semestre. Et dans un service ultra spécialisé en oncologie et hématologie pédiatrique. Donc un service qui accueille des enfants qui présentent un cancer. Et plus spécifiquement, j'étais dans une unité qui traite les enfants atteints d'un cancer du sang avancé et nécessitant des conditions de soins stériles régulières. C'est-à-dire des conditions de soins stériles ? Il y a une unité très protégée pour épargner les enfants de complications supplémentaires telles des infections qui surviennent plus facilement au cours de traitement du cancer. D'accord, donc des enfants très isolés dans le service d'hospitalisation, vous-même habillés de combinaisons pour ne pas leur transmettre vos germes ? Alors pas forcément, ça a un petit peu évolué. C'est vrai qu'on se représente souvent ça. En pratique, nos médecins ou les infirmières ont rentré dans la chambre avec des blouses, des gants et souvent des masques. Pour autant, le patient et ses parents qui l'accompagnaient, effectivement, il avait la visite de sa famille proche, donc souvent uniquement les parents. Eux étaient habillés normalement. Alors vas-y, raconte-nous ton anecdote maintenant qu'on sait où elle se place. Oui, donc c'est une anecdote avec un garçon de 6 ans qui est dans le secteur protégé du service d'hématologie pour un traitement d'une leucémie et qui avait un traitement quand même assez important, des chimiothérapies, des traitements pour tuer les cellules cancéreuses du sang. Une chimiothérapie assez importante qui nécessitait une hospitalisation au total de 1 mois à 1 mois et demi. Donc grosse chimiothérapie, potentiellement beaucoup d'effets indésirables de la chimiothérapie ? Potentiellement beaucoup d'effets indésirables, si ce n'est que les effets secondaires chez l'enfant sont souvent mieux tolérés et mieux vécus que chez l'adulte. Je sais que tu es cancérologue adulte, et donc parfois on a une représentation un petit peu différente. Les enfants ont une manière d'accueillir les effets secondaires ou de les développer qui sont peut-être moins intenses que chez l'adulte. Et donc j'étais l'interne référent de cet enfant pendant tout ce temps-là. Et de fait, quand on côtoie tous les jours un patient avec une équipe infirmière pour des traitements quotidiens, on finit par bien se connaître dans ce contexte-là. Et ce garçon avait en particulier comme traitement des chimiothérapies qui devaient être injectées dans le liquide qui circule autour du cerveau au moyen d'une ponction lombaire qui consiste à introduire une aiguille autour de la moelle, introduire une aiguille dans le dos qui va autour de la moelle pour injecter une chimiothérapie qu'on dit être une chimiothérapie intrathécale. Donc évidemment, c'est un traitement au prime abord assez angoissant qui nécessite que l'enfant s'assoie, soit rassuré évidemment, courbe un petit peu le dos pour pouvoir introduire l'aiguille convenablement
dans la colonne vertébrale et injecter le produit. Donc ce traitement, alors là ça fait loin, donc je ne pourrais pas dire à quel rythme ça avait lieu, mais là comme ça je dirais tous les 3 jours, un certain nombre. Et c'était finalement tout le temps moi qui les faisais avec l'aide de 2 à 3 infirmières. Il y en avait une pour me donner le matériel et m'aider à réaliser la ponction lombaire. Et puis 1 ou 2 autres qui tenaient ce garçon pour qu'il puisse maintenir une posture qui permette au geste d'être bien réalisé. Et il s'est avéré que ce garçon était extrêmement réceptif aux histoires qu'on lui racontait. Et en particulier avait comme point commun avec moi d'être assez passionné par le monde marin. Alors non pas la voile, mais plutôt la plongée. En tout cas assez attiré par l'idée de découvrir les fonds marins. Et donc on avait utilisé dans notre langage hypnotique des histoires autour du monde marin, autour de la plongée, largement aidé par un médicament qu'on appelle communément le gaz hilarant, qu'on lui administrait pour l'aider à se détendre. En fait, vous faisiez de l'hypnose pour lui faire la ponction lombaire un peu. Alors, c'était pas de l'hypnose pure, parce qu'effectivement, il avait ce masque qui lui a amené un gaz qui permet aux enfants souvent de se détendre. Donc, je dirais que c'était un traitement qui nous aidait dans le processus d'hypnose. Mais oui, effectivement, les histoires qu'on lui racontait, les manières dont on la racontait, lui permettaient de vraiment divaguer dans un monde qui l'éloignait de la pensée, du geste désagréable qu'on était amené à faire pour son traitement. Et c'est vrai qu'on avait trouvé, avec l'infirmière, un mode d'entrée dans cette histoire assez fabuleux. Donc il était assis au bord de son lit, puis on lui disait s'imaginer être assis au bord du bateau. On commençait par lui mettre le masque pour l'aider à respirer. Pour lui apporter le gaz, on va l'appeler le gaz hilarant. Et une fois qu'il avait ce masque contre le visage, il divaguait un petit peu et puis on lui proposait du coup de plonger du bateau pour s'immerger dans les fonds marins et commencer un voyage sous-marin. Et en fait, le mouvement qui consistait à plonger dans l'eau correspondait parfaitement au mouvement qui lui permettait de courber un petit peu le dos pour qu'on puisse faire le traitement convenablement. Donc c'était vraiment parfait. Et à partir de là, on lui demandait de nous dire un petit peu ce qu'il voyait. Alors, on lui disait, on imagine que tu nages paisiblement, agréablement, dans un univers très bleu, puis tu descends, c'est de plus en plus sombre et en même temps de plus en plus relaxant. Tu sens contre toi toute l'eau qui te serre de plus en plus. Puis on continuait comme ça à le faire rentrer dans ce monde. Puis à un moment, on lui demandait, du coup, là, j'ai l'impression que tu vois un poisson. Est-ce que tu peux nous dire comment il est ? Et donc, du coup, il commençait à raconter qu'il voyait des poissons multicolores. Donc, tout un tas d'histoires passionnantes. Puis un jour, alors ça marchait super bien. Donc, c'est lui qui se mettait à parler. Il nous racontait tout ce qu'il voyait. À mon avis, il ne se rendait absolument pas compte du fait qu'on réalisait la ponction lombaire en même temps. Jusqu'au moment où il s'est vraiment pris dans l'histoire. Et puis, il nous dit à un moment... Attention, grosse baleine. Voilà. Ça nous avait fait beaucoup rire. À ce moment-là, moi, je me suis dit pourvu qu'il bouge pas. Et voilà. Et finalement, c'est lui qui nous emmenait dans des histoires pas possibles. Je pense qu'on était à peu près aussi hypnotisés et détendus que lui dans cette aventure. En tout cas, c'était mon cas. Et de ponction lombaire en ponction lombaire, finalement, ce moment-là était un moment de pause assez agréable dans la journée. Et c'est vrai que quand ça se passe comme ça, globalement, les équipes médicales et les infirmières sont toujours plus détendues à l'idée de faire un geste qui d'habitude, dont habituellement la perspective de générer de la douleur chez l'enfant est très désagréable. Voilà, donc avec ce jeune garçon, ça se passait très bien. Et je ne sais plus exactement combien de ponctions lombaires on a dû faire, mais je pense... facilement 4-5, jusqu'au moment où arrive la fin de mon stage, qui durait 6 mois. Et fin de stage marqué par une dernière garde. En fait, j'ai fini mon stage avec une garde. Dernier jour de stage, garde pendant la nuit, donc tu étais... Voilà. Au dernier jour de stage, j'étais là la journée, et puis je suis resté la nuit pour veiller sur la santé des enfants pendant la nuit. Et c'est vrai que alors, ces gardes, elles étaient un peu particulières, parce c'était des gardes d'internes, donc il n'y avait pas de seniors sur place. On avait quand même dans le service une unité de soins protégés, dit intensive,
avec des traitements lourds qui étaient administrés la journée. On n'était quand même pas à l'abri d'avoir des enfants qui faisaient des complications assez sérieuses, qui pouvaient nécessiter une certaine réactivité. On avait toujours la possibilité de joindre un médecin senior d'astreinte au téléphone, donc c'était quand même bien encadré. Néanmoins, il y avait un temps incompressible pour qu'ils interviennent en cas de souci. Et puis en cas de détresse vitale grave d'un enfant, on devait appeler le SAMU. Donc quand même des gardes pendant lesquelles, globalement, il ne se passait pas grand-chose, mais au cours desquelles, lorsqu'il se passe quelque chose, il se passe vraiment quelque chose. Et cette garde-là, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce garçon, il avait la particularité, régulièrement, alors je ne sais plus exactement la raison, ça fait trop loin, mais régulièrement, il était gêné pour respirer. Donc ça arrivait souvent qu'on aille l'examiner pour voir s'il respirait correctement, pour éventuellement lui faire des traitements pour le soulager. Et ça arrivait plusieurs fois par semaine, souvent après certains traitements. Voilà, donc on avait quand même ça en tête chez ce garçon-là. Et sur cette garde, à 3h du matin, il y a une infirmière qui m'appelle, donc dernière garde du semestre. Autant dire que j'avais quand même envie de finir sur une note positive. L'infirmière m'appelle et me dit « Écoute, petit garçon dont je vous parle là, il n'est pas bien du tout, il respire très mal, c'est pas habituel, est-ce que tu peux venir rapidement ?» Et là, je me suis vraiment dit « Merde, ça va pas se passer comme prévu. » Je sais très bien que dans les traitements qu'on administre dans le service, il peut y avoir des complications parfois graves et brutales. L'infirmière avait l'air inquiète au téléphone. Je me lève assez inquiet. Je m'habille très rapidement. Je rentre sur le pas de la porte de la chambre de ce garçon. Et effectivement, je le vois accroupi, en tailleur dans son lit, penché en avant, un peu agité, faisant des mouvements respiratoires très, très intenses, très gêné, l'air inquiet sur son visage. Je demande à l'infirmière d'allumer la lumière. Et je m'approche pour l'examiner. Et à ce moment-là, il sort un flingue à eau et il me tire dessus. Voilà. Voilà comment s'est terminé mon stage. Donc il avait simulé complètement en cet fait, épisode-là. En fait, c'était alors je l'ai compris qu'après, c'était un coup monté venant entièrement de lui. Il avait judicieusement prévenu l'infirmière. Et puis il avait dit à l'infirmière, écoute, tu vas me faire confiance, tu vas appeler le docteur, tu vas lui dire que j'ai beaucoup de mal à respirer. Il va venir rapidement, il va vouloir m'examiner et moi je m'occupe du reste. Et il a très bien réussi son coup, c'était parfaitement simulé par tout le monde. Moi j'ai eu un effet de surprise considérable, un sentiment à la fois de soulagement énorme et une fraction de seconde de colère liée à la peur que ça avait généré en moi. Puis c'est vite passé, ça. Vous avez eu une discussion après avec l'enfant ou ça s'est arrêté là ? Non, on a bien rigolé, on a beaucoup ri, il semble l'avoir félicité pour sa blague. Je me demande si à ce moment-là, je m'étais pas dit que j'aurais dû faire la même chose plus jeune. Dans d'autres contextes, évidemment. Et puis, il était 3h du matin, donc en fait, on lui a aussi suggéré de se reposer pour la suite de ses traitements. Mais de fait, il a quand même réussi à marquer mes esprits de manière assez indélébile avec cette histoire assez étonnante. C'est intéressant parce que on sent qu'il y a un réel lien qui s'est créé entre vous deux. Au point où l'enfant, en fait, avec sa manière de parler, qui est souvent l'humour, arrive à venir vers toi. Quelle est la nature du lien que tu entretiens avec tes patients, tes enfants ? C'est une question très vaste parce que là, ça fait 3 ans que je travaille en néonatologie, et notamment en réanimation. Et les enfants sont petits, à un âge où on ne peut pas discuter avec eux. Alors, ils nous disent beaucoup de choses par leur comportement. Mais le lien ne peut pas se construire sur un échange. Et donc, dans cette spécialité-là, en tout cas pour ma part, parce que je pense que c'est très différent selon les médecins, le lien, il se fait finalement plus avec les parents qu'avec l'enfant. Hormis quelques exceptions où vraiment les soins ont été administrés dans des conditions très particulières. Alors là, j'ai en tête un enfant qui était extrêmement prématuré à domicile, pour lequel j'étais quand même assez inquiet sur le pronostic et l'avenir. Voilà, donc une prise en charge et une réanimation au domicile en SAMU assez rare, assez exceptionnelle. Et cet enfant finalement, s'en est très très bien sorti. Et donc c'est vrai que
le recroiser renvoie à cet événement particulier, assez marquant. Et donc il y a un lien qui se crée de par ce morceau infime d'histoire commune. Mais voilà, je dirais que le lien est plus à travers les parents. Et comment tu te positionnes par rapport aux parents vis-à-vis de l'enfant, justement? C'est eux qui choisissent pour un enfant, pour lequel toi aussi tu as une responsabilité particulière qui est différente de celle des parents. Comment tu arrives à gérer cette relation triangulaire entre l'enfant et les parents? Ce que tu appelles la relation triangulaire, c'est inhérent à la pédiatrie. Du coup, c'est quelque chose qui se construit assez naturellement, qui est difficile à détailler. C'est une relation qui se construit, je pense, de manière assez spontanée. Et en l'occurrence, en néonatologie, elle commence par l'examen de l'enfant, la prise en compte de son état de santé et les premiers soins urgents. Et ensuite, par une discussion avec les parents pour leur donner des nouvelles, leur demander un petit peu leur histoire. Il y a toujours une histoire avant la naissance d'un enfant. Ne serait-ce que ces deux choses-là, ce que font les parents dans la vie et leur histoire personnelle avant la naissance de leur enfant. Ne serait-ce que ça nous fait rentrer dans une intimité qui est colossale. Et je dirais qu'au fur et à mesure, se construit un lien qui naît de l'attention qu'on porte à leur histoire et la manière dont elle va se poursuivre avec un enfant qui commence dans la vie souvent un peu malade ou parfois gravement malade. Après, cette relation, elle reste une relation de parent à médecin, une relation dans laquelle on doit donner une information précise, franche, parfois extrêmement difficile à donner, et dans ce cas souvent extrêmement douloureuse à recevoir pour les parents. On doit gérer la manière dont les parents vont accueillir l'information, gérer la manière dont on va la donner pour qu'elle soit accueillie de la manière la plus sereine possible. Donc ça reste une rencontre avec deux parents dans laquelle il y a une part de communication pour que l'histoire s'inscrive de la manière la plus sereine possible, quel que soit ce que l'enfant a comme problème. Et en parlant de la pédiatrie au sens large, pas juste la réanimation néonatale, parce que tu as fait beaucoup de stages aussi en pédiatrie classique, tu dirais que la relation que tu as avec l'enfant, elle est plus forte que celle que tu as avec les parents, ou c'est l'inverse? Alors pour ma part, la relation est plus forte avec les parents, le plus souvent, même lors de mes stages en tant qu'interne, où les enfants souvent étaient un peu plus âgés, hormis peut-être quelques exceptions qui ont pour point commun une prise en charge assez difficile, où j'ai douté de la perfection de ce que j'envisageais comme traitement, ou douter du fait que ça allait marcher. Donc souvent des histoires qui sortaient un peu des traitements de routine. Donc là, en disant ça, j'ai en tête l'histoire de quelques enfants. Et effectivement, quand il y a eu des situations comme celle-là, donc là je repense à l'enfant qu'on avait pris en charge prématurément à domicile, effectivement il y a un lien qui naît du fait qu'à un moment donné, on a passé beaucoup de temps à soigner un enfant dont je n'étais pas sûr de la possibilité de continuer à vivre. Et c'est vrai qu'avec ces enfants-là, il m'arrive de garder un lien que j'aurais du mal à décrire, un lien où le ressenti serait pourvu qu'il ne leur arrive rien d'autre. Et ça t'arrive de reprendre contact avec ces enfants-là, ou au moins d'avoir des nouvelles d'eux vraiment plus tard, après la prise en charge? Alors en vie, non. Je serais content de savoir qu'ils sont en vie, qu'ils vont bien, mais c'est tout, parce que la position dans laquelle je suis souvent vis-à-vis de ces enfants, c'est celle à un moment d'énormément les aider, justement pour qu'ils puissent continuer à vivre de manière complètement autonome. Et finalement, ce qui me reste de ce lien-là, c'est l'envie de coûte que coûte qu'ils continuent à vivre et expérimenter la vie. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas de lien de connaissance plus approfondi, puisque, en tout cas dans la spécialité que je fais actuellement, ce sont des enfants dont on s'occupe à un moment donné, puis qu'on ne revoit pas forcément après. Alors ce que je dis là, c'est aussi à moduler avec le fait qu'en néonatologie, on suit un certain nombre d'enfants tous les 6 mois à 1 an jusqu'à leurs 6-7 ans. Donc effectivement, il y a quelques enfants qu'on est amené à revoir, mais je dirais que globalement,
je suis heureux de les voir grandir et de les voir évoluer. Mais c'est vrai que le lien le plus fort de connaissance qui persiste est celui qu'on a construit avec les parents, dont pour le coup on connaît une partie de la vie, dont des choses extrêmement intimes qui sont de près ou de loin le projet de construction d'une famille. Voilà, donc globalement c'est quand même toujours avec les parents que j'ai plaisir à revoir. Je suis content de voir que leur enfant va bien. Et pour les rares enfants où il y a eu un événement particulier dans leur prise en charge qui m'a conduit à un moment me concentrer de manière acharnée pour les aider à passer le cap, je garde une connexion particulière parce que je me souviens par cœur de ces moments très intenses. Le lien le plus fort, il reste avec les parents. Est-ce qu'il arrive que dans la prise en charge de l'enfant, tu aies une position qui soit différente de celle des parents, voire que tu sois en opposition avec les parents ? Parmi mes collègues plus anciens, il leur est arrivé d'être à un moment donné en opposition sur le sens du soin administré à leur enfant. Alors quand je dis ça, c'est des... Alors on dit opposition, mais ce sont des divergences de point de vue sur le caractère raisonnable de poursuivre une réanimation qui est importante pour un nouveau-né qui est extrêmement malade. Donc les deux situations peuvent se voir. Une situation où le médecin et de manière plus large l'équipe médicale et paramédicale considèrent que l'enfant a besoin qu'on le laisse tranquille parce que c'est trop dur. Ou alors on peut être dans une situation où au contraire les parents, c'est peut-être un peu moins fréquent, les parents pensent qu'on va trop loin et nous demandent d'envisager d'arrêter des soins lourds pour un enfant dont la suite de la vie pourrait être particulière du fait de conséquences importantes de sa maladie. Voilà. Après, personnellement, j'ai pas encore été en franc désaccord avec des parents, probablement par chance. J'ai déjà été dans des situations où j'ai eu besoin d'expliciter de manière très précise et parfois assez ferme la position que je leur partageais. Donc, je pense à des situations où j'estimais que les soins étaient trop lourds pour l'enfant. Mais dans ces situations-là, l'objectif premier reste que les parents comprennent et aient le temps d'entendre ce qu'on leur dit, et le temps de l'accueillir, et le temps de poser des questions. Et donc, en tout cas pour ma part, j'ai toujours comme objectif principal, parmi les objectifs principaux, de faire en sorte que progressivement, la position que nous leur partageons soit vraiment accueillie. Et normalement, quand ces positions elles sont discutées de manière collégiale avec les autres médecins, les infirmières, les assistantes sociales, les psychologues, c'est vraiment énormément de monde qui interviennent dans ces décisions sur les soins, la lourdeur des soins apportés aux enfants. Souvent, la position commune trouvée est assez juste. Et je pense que si on parvient à l'expliciter et à la délivrer aux parents de manière bienveillante, après plus ou moins de temps, on arrive à avancer ensemble. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'à aucun moment, j'arriverai à me satisfaire à l'idée de rester sur une divergence de position. Il s'agit de comprendre la position des uns et des autres et de trouver ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Et en partant de ce principe-là, je pense jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à garder un lien de confiance avec les parents dans les situations qui me semblaient les plus difficiles. La réanimation néonatale, c'est une spécialité qui pourrait être qualifiée de très intense dans le sens où tu traites des enfants malades, premier point. Et deuxième point, c'est de la réanimation. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches dans la pratique de ton métier, cette intensité ? Et la question qui en découle aussi, c'est comment tu arrives à cloisonner la vie perso et la vie pro ? Parce qu'au niveau pro, ça peut beaucoup affecter. Alors, intense, oui, ça l'est. Ce qui me vient en premier, c'est le rythme. À savoir qu'on mène un rythme, je vais employer le mot contre nature, à savoir qu'on travaille tous les jours et qu'on peut avoir 1 à 2 gardes par semaine, journée et nuit du week-end compris. Ce qui peut nous conduire à des semaines de 60 à 80 heures, selon le nombre de médecins qu'on est dans le service. Donc ça, c'est une réalité et c'est en fait un vrai problème, un problème probablement grave du système hospitalier actuellement et probablement une entrave au fait
que les gens voudraient travailler dans ces unités-là. Donc c'est un état de fait que moi j'accepte pour l'instant, mais qui à mon sens ne devrait pas être dans un système qui fonctionne. Voilà, ça c'est pour la minute politique. Après, pour l'intensité des traitements, effectivement c'est un choix. Si je vulgarise un peu, je dirais qu'il y a des médecins, enfin plutôt des personnes qui sont faites pour s'occuper de patients qui ont des maladies chroniques, s'occuper de patients qu'ils sont amenés à revoir régulièrement sur plusieurs années, parfois 5, 10, 20 ans, comme toi en cancérologie, mais aussi comme les nombreux médecins généralistes qui ont ce don d'accueillir les patients au quotidien pendant plusieurs années, ce don de les voir évoluer. Voilà, et ça, je pense que c'est donné à certaines personnes, et ces personnes et leur capacité de travail, je les admire beaucoup parce que je ne me retrouve pas du tout dans cette faculté-là. Et à l'autre opposé, je dirais, il y a des personnes qui sont faites pour s'occuper de manière assez intense de patients à un moment de leur vie, et à ne plus amener à être de ne plus amener à devoir les revoir par la suite. Voilà. Donc ça, de ma part, c'est effectivement un choix. C'est-à-dire que j'ai plaisir à aider des personnes à un moment donné, et à, je dirais presque, m'éclipser par la suite. Voilà. Si ce n'est que dans la spécialité que je fais, je disais tout à l'heure qu'il y a certains enfants qu'on est amené à revoir et à suivre régulièrement. C'est quelques enfants, c'est un rythme qui est défini et sur un suivi particulier qui est celui du développement de l'enfant. Et ça, c'est vraiment une partie importante de notre spécialité. Voilà, donc ça nuance un petit peu mon propos, mais quand même, je me définis parmi ces médecins qui ont plutôt la vocation d'intervenir sur des patients qui présentent un état de santé dégradé à un moment donné, et de manière grave. Et l'autre élément, je dirais, qui m'a poussé vers ça, c'est le fait qu'en réponse à une maladie grave, on utilise des traitements qui sont précis et lourds, dont on voit l'effet immédiat, ou dont on voit l'absence d'effet immédiatement, malheureusement. Et dans ma manière de comprendre la médecine, c'est une manière d'exercer qui répond bien. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre, j'ai eu besoin de comprendre le fonctionnement du corps humain et d'agir dessus quand, à un moment donné précis, il dysfonctionne. Et le fait d'utiliser des traitements qui agissent directement et précisément sur une partie du fonctionnement du corps humain vient répondre à cette manière de comprendre le corps humain. Donc dans l'ensemble, je dirais que j'ai choisi une spécialité où je rencontre de manière intense un patient à un moment donné, et une spécialité où j'utilise des traitements qui agissent spécifiquement sur un aspect du fonctionnement du corps humain, dont mon métier est de diagnostiquer le dysfonctionnement. Et malgré le rythme de ton travail avec des horaires beaucoup trop lourdes, comme tu l'as dit, et l'intensité de ton métier, tu arrives vraiment à cloisonner et à ne pas ramener toutes ces histoires dans ta vie personnelle. En fait, ça fait partie de ton équilibre, peut-être, de pratiquer une spécialité intense et qui te prend beaucoup de temps. Je n'ai pas choisi volontairement de pratiquer une spécialité qui demande beaucoup de temps. Enfin, je dirais même actuellement énormément de temps. Je dirais ça, encore une fois, c'est un problème actuel de santé publique, mais j'ai pu faire cette spécialité probablement parce que naturellement, je ramène pas des inquiétudes que j'ai pour les patients que j'ai en charge à la maison. Donc effectivement, sans le vouloir, hormis rares exceptions, quand je quitte l'hôpital, je rentre d'emblée dans une vie personnelle qui est assez riche et dont les activités sont complètement différentes de mon activité hospitalière. Pour en arriver un peu à la fin de l'épisode, j'avais une ou deux dernières questions à te poser. La première, c'est que tu pratiques la réanimation néonatale actuellement, qui est une spécialité, donc on l'a dit, intense, et aussi qui est assez lourde dans ses questionnements et dans ce que tu fais vraiment au quotidien avec les parents, avec les enfants. Est-ce que tu as, pour revenir un peu à ton anecdote, est-ce que tu as souvent des moments légers comme celui que tu as vécu avec cet enfant dans ton métier actuel,
Ou est-ce que c'est vraiment très rare ? Cette anecdote-là, elle est énorme. Ça se reproduit pas 10 fois. Après, oui, il y en a d'autres. Des anecdotes énormes comme celle-là, il y en a d'autres dans des styles complètement différents qui conduisent parfois à des fous rires inimaginables et complètement improbables, voire non racontables. Et je dirais qu'on a des moments de sourire. On a des moments de sourire quotidiennement sur des anecdotes qui ne sont pas des histoires, mais des instants, voilà, des instants qu'on saisit. Ne serait-ce quelque chose qui arrive souvent, et finalement c'est insignifiant. C'est insignifiant. Discute avec des parents, on fait une remarque sur ce dont l'enfant a besoin. Et à ce moment-là, de manière complètement fortuite et hasardeuse, l'enfant esquisse un sourire qui est probablement involontaire, mais qui arrive pile au bon moment. Voilà, ça c'est un exemple de choses qui arrivent fréquemment et qu'on utilise pour appuyer notre propos. Il y a parfois, dans les relations avec les parents, des incompréhensions ou des ajustements à faire qui sont assez drôles. Et à contrario, des ajustements qui au contraire, traduisent des problématiques importantes. Et enfin, pour finir l'épisode, qu'est-ce qui te donne le plus de joie dans ton métier actuellement ? Là, je mets du temps à répondre parce qu'il y a à la fois joie et soulagement qui se télescopent. Je dirais que je ressens énormément de joie, mais une joie qui est assez sourde, qui est de l'ordre du soulagement ou de l'apaisement, à voir plusieurs mois ou plusieurs années après les soins d'un enfant, à voir des parents soulagés de l'état de santé de leur enfant, ou à voir des parents qui se remettent bien d'événements qui se traduisent par une douleur qu'on ne peut pas imaginer quand on ne l'a pas vécu. Et je pense que la manière dont les parents sont accompagnés par les infirmières, les médecins, dans ces moments-là, a un impact énorme sur leur capacité à rebondir. Voilà, les parents qu'on voit rebondir, effectivement, pour ma part, ça m'apporte une joie de fond. Merci beaucoup Arnaud d'avoir partagé ton expérience sur Anecdoc et très belle continuation dans ta belle spécialité. Merci à vous. Anecdoc, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine anecdote. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et Facebook, anecdoc_podcast, pour vous tenir au courant des news du podcast, du thème du prochain épisode et en apprendre plus sur nos invités. Vous pouvez également nous soutenir en partageant le podcast. À bientôt sur Anecdoc.